Avant de démarrer cette vidéo, je préfère vous prévenir qu'elle sera assez longue, j'ai préféré la poster en mode podcast, donc il y aura très peu de choses à regarder à l'écran. Vous pouvez donc vous mettre ça en arrière-plan sans le moindre problème. Lorsqu'il y aura quelque chose à regarder, généralement je vous préviendrai à l'oral. La vidéo est longue, mais je vous assure qu'il y a énormément de choses que vous apprendrez sur YouTube, vous ne regretterez pas de l'avoir écoutée. Là-dessus, je vous souhaite une bonne écoute, et je vous dis à dans un mois pour la version longue de la vidéo sur Fermi. Le 10 mai 2019, la chaîne Veritasium met en ligne sur YouTube cette vidéo. Quelques jours plus tard, l'algorithme du site se met à la recommander sans cesse, et après l'avoir vue dans mes recommandations une dizaine de fois, je finis par cliquer dessus et découvrir une histoire très intéressante, comme souvent avec les vidéos de cette chaîne. Sauf que là où il y a d'habitude au maximum 1 million de vues quelques jours après la sortie, il y avait cette fois plus de 14 millions de vues. J'étais loin d'imaginer que c'était la première étape vers la plus grosse remise en question de mes 3 années sur YouTube. Moins de 6 mois plus tard, cette vidéo compte 40 millions de vues. Après ce succès, Veritasium en a sorti une nouvelle nommée « Ma vidéo est devenue virale, voici pourquoi ». En tant que créateur, ce fut une énorme claque. Je me berçais encore de quelques illusions, et si je souhaitais une progression aussi rapide que possible, il fallait que j'agisse en ce sens. Dans cette vidéo, je vais donc vous détailler les coulisses d'une chaîne YouTube et, comme promis dans le titre, je parlerai d'argent. Mais on parlera aussi de certains des challenges les plus importants pour les créateurs dont vous n'avez pas nécessairement confiance, ou en tout cas, pas de l'ampleur du problème. Si la chaîne vous intéresse ou que de façon plus générale c'est l'écosystème YouTube qui vous intéresse, je vous assure que vous ne regretterez pas d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Dans ces dernières minutes, je prendrai définitivement une des décisions les plus importantes que j'ai pu prendre quant à l'orientation de ma chaîne, et que chaque créateur sur le site devrait, à mon avis, prendre, s'il ne l'a pas déjà fait. Je vais commencer par traiter d'un mythe qui a souvent la peau tenace du côté des créateurs. Si l'on produit du contenu de qualité, les vues vont, ou devraient, suivre. Il y a un lien, c'est certain, mais si je peux donner un conseil à ceux qui se lancent, attention à ne pas trop y croire non plus. Sinon, les premières années vont être un dur retour sur Terre. Les explosions comme Micode ou Masqué au bout de 2 ou 3 vidéos sont exceptionnelles. Je trouve cette dissonance assez drôle parce qu'en tant que spectateur, ça me semble évident que la qualité est loin d'être un gage de réussite. Pourtant, en tant que créateur, c'est beaucoup plus difficile de l'accepter. Elle n'est cependant pas exclusive aux créateurs puisqu'on voit souvent des commentaires pour dire « telle chaîne mérite plus de vues ». Il m'a fallu plus de 3 ans pour arriver à 50 000 abonnés, et même si cela peut sembler assez faible, je suis plutôt au-dessus de la norme en termes de rapidité parmi les chaînes qui s'investissent sérieusement dans YouTube. Ça change de suite des quelques progressions rapides qui sont tout le temps mises en avant. 3 ans de travail régulier, c'est long, et ça demande des sacrifices sur d'autres choses. Après que l'on me demande si je dis la vérité en disant que j'ai une chaîne YouTube, la question la plus récurrente est « comment est-ce que tu es rémunéré ?» Et si l'on pourrait croire que tout le monde connaît au moins basiquement le fonctionnement de l'argent sur YouTube, ce n'est en réalité pas du tout le cas. Je vais ici exclure tout ce qui est lié aux sponsors, au merchandising, etc., pour me concentrer seulement sur la publicité AdSense présente sur le site, ce que l'on entend généralement comme la rémunération YouTube. Le plus souvent, les gens croient que nous sommes rémunérés en fonction du nombre de vues, ou pire, du nombre d'abonnés. En réalité, la rémunération de YouTube se fait de 2 façons. Pour les vues générées par les abonnés YouTube Premium, c'est en fonction du temps passé sur nos vidéos par rapport aux autres vidéos regardées sur le site. Les revenus Premium représentent environ 1% de mes revenus, mais ça dépend énormément du pays. Pour tout le reste, cela dépend des lectures monétisées. Une lecture monétisée, ça correspond au visionnage d'une vidéo où au moins une publicité a été montrée au spectateur. Une lecture monétisée pourra avoir une rentabilité complètement différente en fonction du nombre et du type de publicité montrée. Et c'est notamment cela qui rend totalement impossible l'estimation des revenus d'un créateur de vidéos sur la plateforme, car il ne s'agit pas de faire un simple calcul. Plus la chaîne prend de l'importance, et plus les publicités sur celle-ci auront de la valeur. J'ai remarqué une augmentation conséquente de la valeur de mes publicités entre le moment où j'ai activé la monétisation et aujourd'hui. Pour comparer, le 23 juillet 2018 et le 23 juillet 2019, j'ai par exemple fait environ 3700 lectures monétisées. En 2018, cela m'avait rapporté 8,77$, alors qu'en 2019, ce chiffre était monté à 23,39$. Alors cela dépend évidemment de plusieurs critères, mais la tendance est claire lorsque je regarde mes statistiques de chaîne. Je reviendrai là-dessus plus tard dans la vidéo, mais ces questions s'inscrivent dans une réflexion globale sur le mode de fonctionnement de YouTube. Pour le comprendre, il est absolument indispensable de réaliser son avantage principal,
qui est la raison pour laquelle le site ne deviendra jamais la télévision et ne doit surtout pas chercher à le devenir. Antoine Daniel mettait toujours en avant des niches spécifiques de YouTube et disait que si l'on ne trouvait pas ce qui nous plaisait sur le site, la solution était très simple, il suffisait de le faire nous-mêmes. Après plusieurs années, j'ai fini par suivre ce conseil. Ma chaîne n'aurait jamais pu exister à la télévision, il n'existe pas de fil rouge à travers mes vidéos, si ce n'est la volonté d'analyse et de partage de connaissances. Et pourtant, il y a un public pour le contenu que je propose. Ce raisonnement peut être appliqué à des milliers de créateurs sur lesquels des chaînes de télévision n'auraient jamais misé un centime. YouTube possède ainsi un avantage systémique sur la télévision. N'importe qui peut produire n'importe quel type de contenu avec aucun investissement financier. Que vous soyez intéressé par l'élevage de fourmis, les compétitions de billes, l'ouverture de jouets d'enfants, les jeux de société ou n'importe quoi d'autre, vous pouvez être sûr qu'il existe une chaîne YouTube pour cela. Si je peux vous assurer d'une chose, c'est que vous n'avez aucune idée du nombre de niches de contenu qui possèdent des chaînes avec des dizaines de milliers d'abonnés. En écrivant cette vidéo, j'ai découvert une chaîne avec 34 000 abonnés qui contient 8000 vidéos d'un homme en train de boire de l'eau. Une autre de 40 000 abonnés d'une personne qui jette des choses dans ses toilettes et tire la chasse pour voir si elle l'aspire. Qui pourrait imaginer que des gens regarderaient ce genre de contenu? Et pourtant ces chaînes existent, ont un public et génèrent très certainement de l'argent. Et il n'est même pas nécessaire d'aller dans des écosystèmes étrangers. Je découvre souvent des youtubeurs français qui ont dépassé le 1 million d'abonnés et dont je n'avais jamais entendu parler, alors que je passe au moins 40 heures par semaine sur le site. Et c'est souvent dans ce cadre de niche que les abonnements prennent une place encore plus importante que pour les youtubeurs mainstream. L'algorithme met en avant les vidéos par cercle concentrique et s'arrête lorsqu'il arrive dans un cercle qui ne s'intéresse pas à la vidéo. Il ne mettra donc en pratique jamais en avant de lui-même ses niches, puisque par essence, il cherche à mettre en avant ce que la plupart des gens veulent voir. Il sera donc indispensable pour ces chaînes de se reposer sur leur base lentement acquise pour continuer leur progression. Et c'est là qu'arrive le serpent de mer des désabonnements. Pendant des années, j'ai eu l'occasion de voir des gens, notamment sur Twitter, dire qu'ils avaient été désabonnés de certaines chaînes YouTube, bien que je n'ai pas souvenir d'avoir eu des abonnés venir me dire que YouTube avait terminé leur abonnement à ma chaîne. Cette situation a cependant changé au mois d'août, quand j'ai découvert que ma chaîne personnelle n'avait plus aucun abonnement du jour au lendemain. Le soir précédent, j'avais plus de 120 abonnements, il n'en restait qu'un seul au matin. Pour une des premières fois, je me sentais véritablement trahi par YouTube, qui ne m'avait rien promis en tant que créateur, mais qui m'avait assuré qu'en tant que spectateur, je pourrais toujours revenir aux chaînes que j'affectionne. L'expérience a été très frustrante, YouTube n'ayant aucun moyen de m'aider à récupérer ces abonnements. J'ai réussi à en récupérer la majorité grâce à mon historique de vidéos aimées, mais je pense en avoir perdu une petite dizaine. J'ai fait un lien dans ma tête entre cette situation et les désabonnements dont parlent beaucoup de spectateurs. Dès que je poste une vidéo, je perds des abonnés. Si je le remarque moins aujourd'hui, car je gagne désormais plusieurs dizaines d'abonnés quotidiens, c'était très clair au début de la chaîne. Chaque sortie de vidéo correspondait à plusieurs désabonnements, beaucoup plus que les jours où je ne sortais pas de vidéo. Je comprends qu'avec l'éclectisme dont fait preuve mon contenu, certains se désabonnent en voyant 2 ou 3 vidéos de suite qui ne sont pas sur des sujets les intéressants. J'en viens désormais à me demander s'il n'y a pas un taux de désabonnement automatique lorsque certains viewers ne regardent plus les vidéos plusieurs fois d'affilée. Une autre plainte que l'on entend aussi très souvent à propos de YouTube est le fait que les notifications ne soient pas envoyées. Sur ce point, je suis resté du côté de YouTube et il faut comprendre que cette situation est aussi frustrante pour eux que pour nous. Si vous receviez des notifications pour tous vos abonnements, vous seriez certainement inondé sur celle-ci. J'ai personnellement une centaine de chaînes que je suis, donc le système de choix de notifications m'aide vraiment. Je choisis les chaînes dont je souhaite être notifié. Pour le reste, je regarde mon flux d'abonnements et j'ajoute à ma playlist Regarder plus tard toutes les vidéos qui m'intéressent. Si je recevais des notifications pour toutes les chaînes, j'aurais certainement envie de désactiver les notifications. À travers des expérimentations, les ingénieurs de YouTube ont remarqué qu'envoyer moins de notifications augmentait le temps passé sur la plateforme et le nombre de vidéos regardées. Le système semble donc fonctionner. Il faut aussi considérer que plus il y a de notifications envoyées, plus le risque d'un bug augmente, et avec les milliards qu'ils envoient déjà chaque jour, il y a une vraie logique d'ensemble. Je tiens quand même à ajouter que Google s'est mis tout seul dans cette situation. Et je dis bien Google et non pas YouTube. À la sortie de Google+, un compte liant toutes les plateformes était automatiquement créé et était abonné à des chaînes presque automatiquement via Google+.
Sauf que ces chaînes suivaient aussi sur YouTube et que les utilisateurs se sont retrouvés inondés de notifications pour des contenus qui ne les intéressaient pas. À cause de cette erreur, il a fallu prendre une décision pour réduire le problème, et ce sont les abonnements qui ont vu leur importance s'effondrer. C'est donc ce qui a motivé YouTube à vous proposer 3 choix lors d'un abonnement. La cloche qui vibre pour recevoir toutes les notifications, une cloche vide pour recevoir seulement certaines notifications quand l'algorithme pense que le contenu vous intéressera, et enfin, la cloche barrée pour ne recevoir aucune notification. Par défaut, YouTube active les notifications personnalisées, et c'est peut-être pour cela que vous ne les recevez pas toutes. Malgré l'activation de la cloche, certains d'entre vous ne reçoivent pas les notifications. Et si un bug n'est pas exclu, une raison beaucoup plus simple explique pourquoi la moitié de ceux qui l'ont activé n'ont pas de notification. Une fois que vous avez activé la cloche, votre smartphone va vous demander si vous acceptez de recevoir des notifications de YouTube. Si vous refusez, vous ne les recevrez pas. Cela explique très probablement pourquoi certains d'entre vous ne reçoivent pas ces notifications. En tant que créateur, nous avons accès aux statistiques d'activation des notifications. Je vais donc tout simplement vous montrer celle de ma chaîne pour que vous voyez l'ampleur du problème vous-même. Seulement 13,5% d'entre vous, soit 6600 personnes, ont activé le paramètre « Toutes les notifications », ce qui est assez faible d'après YouTube qui nous annonce une norme entre 10 et 30%. Je pense que la différence de contenu d'une vidéo à l'autre explique en bonne partie la faiblesse de ce chiffre. C'est le second chiffre qui est beaucoup plus surprenant. Seulement 9,4%, soit 4600 personnes, ont à la fois le paramètre « Toutes les notifications » et les notifications YouTube activées. Je perds donc 2000 notifications à la sortie d'une vidéo parce que les notifications ne sont pas activées sur votre téléphone. C'est le moment où j'en profite pour vous dire de vérifier que vous avez activé la cloche si vous le souhaitez, mais aussi que vous avez bien autorisé YouTube à vous envoyer des notifications. Le lancement est un moment très important pour l'algorithme, donc plus vous serez à regarder mes vidéos dans les premiers instants, plus celles-ci auront de chances de réussir. Et je vais profiter de ce passage sur les notifications pour répondre à une question que certains d'entre vous doivent se poser. Vous avez dû le remarquer, je réponds à l'immense majorité des commentaires, et c'est un vrai plaisir de voir vos retours et interagir avec vous. J'ai cependant de plus en plus de mal à tenir la cadence, à cause du nombre de commentaires quotidiens, surtout quand ils sont assez développés. En plus de ça, assez souvent je ne réponds qu'une fois, mais ce n'est pas intentionnel. Et c'est ici que je relie aux notifications. En général, YouTube ne nous envoie tout simplement pas de notifications pour les réponses aux commentaires. Parfois je les vois, et parfois je les rate. C'est un hasard, donc si je ne vous réponds pas à la suite d'une première réponse, ce n'est pas forcément intentionnel. Un élément sur lequel j'ai cependant de plus en plus de doutes est l'idée du commentaire pour l'algorithme. Plus je vois des retours là-dessus, plus j'ai l'impression que YouTube réduit leur importance, puisqu'ils ont de meilleures métriques pour voir si une vidéo est de qualité. Je vous encourage plus à partager les vidéos qu'à commenter, mais en soi, je suppose que ça ne doit pas faire de mal de commenter. YouTube a donc énormément de problèmes et de cercles vicieux dans son fonctionnement, mais il est à mon avis trop facile de leur taper toujours dessus. Il faut reconnaître qu'ils essaient au maximum de faire évoluer leur plateforme dans un sens positif, même si cela ne fonctionne pas toujours. De façon générale, il faut aussi reconnaître qu'ils ont permis à de nombreuses personnes d'avoir une audience qu'elles n'auraient jamais pu obtenir autrement, et c'est d'ailleurs mon cas. L'objectif du site est malgré tout de faire rester et revenir les gens sur la plateforme le plus possible, et l'algorithme s'optimise donc logiquement dans cet objectif. Auparavant, il y avait une boucle qui mettait en priorité les abonnements. Les plus grosses chaînes avaient de très bons démarrages de vidéos, et YouTube les mettait en avant, ce qui augmentait leur visibilité et donc leurs abonnés. Dans un cercle vertueux pour ces quelques chaînes, mais pas bon pour l'écosystème dans son ensemble. YouTube a décidé de changer cela, en augmentant notamment l'importance du temps de visionnage, le watch time. En s'axant sur cette donnée, YouTube voulait ainsi s'assurer que les gens restaient un maximum de temps sur le site, et y revenaient régulièrement. Et qu'est-ce qu'il s'est passé sur la plateforme ? Le watch time a augmenté, car tout le monde s'est mis à faire des vidéos plus longues. La question qui se pose alors est simple, qui décide du contenu présent sur YouTube ? La réponse est un mélange entre les créateurs, les spectateurs et l'algorithme. Mais il est difficile de mesurer l'importance de ce dernier, qui semble pourtant pouvoir complètement réorienter les contenus populaires du site. Si parfois ce sont les créateurs qui génèrent une envie pour les spectateurs, et on est là généralement dans les abonnés avec la cloche, l'inverse est bien plus courant. Les spectateurs regardent beaucoup un nouveau type de contenu, ce qui fait que les créateurs vont chasser les vues sur ce terrain. La question est de savoir à quel point l'algorithme est une réponse à une demande des spectateurs, et à quel point il influence ces mêmes spectateurs vers un nouveau contenu. Dans cette boucle,
Les créateurs sont un peu les idiots utiles, souvent obligés de suivre le mouvement général. Si demain, YouTube poussait les vidéos qui traitent de poissons et que les spectateurs se mettaient à beaucoup plus regarder ces vidéos, est-ce que cet engagement serait réel ? Le problème dans tout ça, c'est que les créateurs, qui sont quand même censés être un élément essentiel de l'écosystème, sont laissés dans un certain flou et ne peuvent pas toujours utiliser leur expérience de spectateur pour orienter leur vie de créateur. La réalité est qu'en changeant il y a quelques années son algorithme pour favoriser le watch time, YouTube a modifié le contenu que regardaient les viewers sans que ceux-ci ne le réalisent. Les contenus longs devenaient réellement possibles alors qu'ils étaient dangereux à faire il y a encore quelques années. J'ai personnellement ressenti une évolution dans ma façon de consommer des vidéos sur YouTube, et je suis convaincu que l'algorithme m'a manipulé vers des contenus plus longs en tant que spectateur. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi, mais ça souligne le pouvoir de l'algorithme. YouTube prétend connecter l'audience avec ce qu'elle veut voir, puisque je vous rappelle qu'elle n'a aucune idée de ce qui existe réellement sur la plateforme. Mais il va en réalité parfois la manipuler vers un type de contenu. Et si je parle de cela, c'est parce qu'un nouveau changement immense est en train de se produire. Le Quality Watch Time est le nouvel objectif de YouTube. En gros, mettre en avant le contenu de la plus haute qualité qui soit, au détriment notamment de l'actualité et de la régularité. Ma chaîne a beaucoup de mal à suivre les tendances, car mon contenu nécessite du recul. Mais j'ai parfois extrêmement envie d'en suivre certaines, à la fois pour le sujet, mais aussi bien sûr pour profiter de l'intérêt des spectateurs. Récemment, la décision incroyable d'Epic Games de rendre le jeu Fortnite inaccessible pendant 24 heures m'a donné très envie de faire une vidéo sur le sujet, mais il m'était impossible de le faire suffisamment vite, déjà que je n'arriverais pas à tenir mes promesses pour fin 2019. Une majorité de créateurs n'a cependant pas ce problème, et je comprends tout à fait leur envie de profiter de ce buzz. Le problème est que YouTube nous insiste à suivre les tendances sans pour autant nous donner les outils suffisants pour le faire. La mise à jour toujours plus rapide de l'algorithme force les créateurs à aller dans ce sens. Lorsqu'ils n'étaient mis à jour que quotidiennement, l'actualité avait beaucoup plus de mal à exploser sur YouTube, puisqu'au moment où elle pouvait être vraiment mise en avant, elle commençait déjà à ne plus être dans l'actualité la plus récente. Les contenus intemporels disposaient, eux, de beaucoup plus de temps pour réussir. Aujourd'hui, avec une mise à jour proche du temps réel, l'actualité est un élément crucial et une des principales raisons pour lesquelles un créateur n'a que 48 heures pour faire la majorité de ses vues. Mais une fois encore, il est facile de critiquer. Que feriez-vous pour améliorer le système ? Personnellement, je n'ai que des petites idées qui amélioreraient YouTube mais ne feraient pas des changements véritablement notables. YouTube essaie d'implémenter des sondages qui vous demandent si une vidéo est intéressante pour vous. C'est certainement un pas dans la bonne direction, mais je leur souhaite bon courage pour arriver à améliorer leur système de suggestion. L'époque où la curation manuelle était possible est aujourd'hui terminée, et on ne peut pas faire autrement qu'avec un algorithme et ses inconvénients. Le conseil que vous entendrez tout le temps est « soyez régulier, faites de la qualité plus que de la quantité, et ça finira par fonctionner ». J'aimerais croire cette fable, mais malgré les changements à venir, je pense vous avoir déjà un peu démontré qu'elle est en partie fausse, et d'ici à la fin de la vidéo, je pense vous en faire démordre considérablement. Évidemment, suivre ce conseil reste une bonne chose, puisque ça vous forcera à continuer à faire du contenu, et c'est la seule façon de pouvoir réussir sur YouTube aujourd'hui. Mais ce qui est assez peu su par le public, c'est à quel point une vidéo tombe vite dans l'oubli. Comme je viens de le dire, nous avons 2 jours pour faire les vues d'une vidéo. Au-delà de ça, dans la majorité des cas, c'est déjà terminé, même si je vous expliquerai un peu plus tard comment j'ai réussi à sauver une vidéo après 48 premières heures catastrophiques. Il y a évidemment des exceptions, mais généralement, passé la première semaine, la vidéo stagnera dans ce que Dirty Biology appelait la longue traîne. La longue traîne, c'est à peu près ce que fera la vidéo tous les jours jusqu'à la fin de sa vie, avec parfois quelques pics quand la chaîne voit de nombreux nouveaux abonnés ou que le sujet est dans l'actualité. Et c'est ici aussi que se crée un cercle vicieux. Puisque la durée de vie d'une vidéo dépasse rarement les 72 heures avant d'être enterrée, il y a un véritable intérêt à sortir 2, 3, voire 4 vidéos par semaine. Les vidéos se boosteront entre elles et la chaîne en profitera de façon généralisée. Mais plus le rythme de publication est important, plus la qualité est difficile à atteindre. Les avantages pour le créateur compensent cependant largement les inconvénients quand on rentre encore plus dans la façon dont YouTube choisit les vidéos qu'il va vous suggérer à vous en particulier. J'ai parlé plus tôt du nombre d'abonnés qui était un élément de moins en moins utilisé par YouTube, mais qui reste important. Le nombre de vidéos que vous avez regardées de ce créateur aura par exemple, aujourd'hui, beaucoup plus d'importance. L'algorithme va ensuite regarder à la fois les 1000 dernières vidéos que vous avez regardées,
quels créateurs en font partie et combien de fois ils apparaissent, mais aussi si vous avez regardé une des vidéos de ce créateur pendant le dernier mois. Et vous comprenez qu'ici ma chaîne pêche particulièrement, puisque si vous ratez une vidéo, vous n'aurez probablement pas vu une de mes vidéos dans vos 1000 dernières, ni dans le dernier mois, ce qui réduit ma mise en avant, y compris parmi mes abonnés. C'est de cette façon que certaines chaînes immenses ont fini par mourir. Un désintérêt relatif a fini par mener à un abandon du créateur par l'algorithme. Depuis un peu plus de 2 ans, YouTube a décidé de mettre en avant le taux de clic comme une des métriques centrales et a rendu cette information publique. Le taux de clic, ou CTR en anglais, exprime la proportion de gens qui cliquent sur la vidéo par rapport au nombre de fois où elle est affichée sur le site. Plus ce taux est élevé, plus les gens cliquent et regardent la vidéo. Le CTR est une donnée très importante quoi qu'il arrive, car elle nous permet de savoir si les gens sont intéressés et cliquent, mais elle est rendue encore plus puissante si elle est haute dans l'échelle de considération de YouTube. Et un de ceux qui a le mieux compris comment l'exploiter est MrBeast, un YouTuber américain qui fait des vidéos de challenge où il offre des milliers de dollars. C'est résumé un peu grossièrement, mais l'idée est là. Là où il a fait très fort, c'est qu'il a particulièrement exploité la façon dont fonctionnait YouTube. Ses miniatures et titres sont parfaitement prévus pour le site, et son contenu est suffisamment long et réfléchi afin de faire rester les gens. Il a donc à la fois un CTR très élevé, mais son watch time est aussi élevé grâce à la structure de ses vidéos. Elles atteignent aujourd'hui les 10 millions de vues en 48 heures. MrBeast explique qu'il passe au moins un quart de son temps de préparation de la vidéo à réfléchir au meilleur titre et à la meilleure miniature. D'ailleurs, je parlais en introduction d'une vidéo de Veritasium aux 40 millions de vues. Eh bien, c'est MrBeast qui lui a proposé le titre « Pourquoi y a-t-il 96 millions de balles dans ce réservoir ?» Certains youtubeurs vont même jusqu'à photoshopper leur miniature au sein d'une page YouTube afin de s'assurer de leur visibilité. Il n'est donc pas surprenant que son explosion en termes d'abonnés se soit produite peu après que YouTube ait annoncé que le CTR était une des données sur lesquelles les créateurs devaient se pencher le plus. Et c'est là que je relie à nouveau à ma situation. Mes vidéos ont un bon, voire un très bon watch time. Même lorsqu'elles font plus de 30 minutes, vous restez en moyenne au moins 40% de la vidéo. Pourtant, mon CTR est au mieux correct sur certaines vidéos, au pire mauvais sur d'autres. Ma vidéo sur Fermi est par exemple autour de 1,5% de CTR, quand YouTube dit que la norme est plus entre 2 et 10% selon les vidéos. Alors c'est vrai que c'est aussi ma vidéo la plus mise en avant, et les gens la regardent peut-être en plusieurs fois, ce qui fait baisser la statistique elle-même. Sur l'ensemble de la chaîne, je suis autour de 2,5%. Je suppose que le contenu culturel et éducationnel doit avoir des taux plus bas que le divertissement, d'autant plus que j'entends souvent que les gens doivent se poser avant de voir mes vidéos, ce que je comprends tout à fait au vu de la tête de mon contenu. Cela dit, si j'arrivais à faire passer ce chiffre à 5%, je ne ferais pas que doubler mes vues. YouTube me recommanderait encore plus, créant un effet boule de neige. Depuis que j'ai vu cette vidéo, j'ai donc fait quelques expérimentations avec mes miniatures et mes titres. J'ai notamment ajouté pendant un mois le nom de la chaîne à la fin de chacune de mes vidéos, afin de voir si cela avait un impact. Sur certaines vidéos, l'effet a été catastrophique, réduisant d'1 tiers mon CTR. Sur d'autres, celui-ci a doublé. J'ai donc décidé de supprimer le nom de la chaîne pour toutes les vidéos où cela le faisait baisser, et de le laisser pour les autres. J'ai aussi changé mon approche aux titres et aux miniatures de façon générale, et je pense que mes 5 ou 6 dernières vidéos représentent assez bien ce changement d'orientation. Mes titres sont souvent plus courts et plus percutants, et les miniatures plus simples avec des éléments très visuels. Ma dernière vidéo sur la position économique du Wakanda est certainement l'élément le plus bluffant que j'ai pu voir sur le sujet, et qui m'a définitivement convaincu. Je vous invite à regarder à l'écran pour réaliser l'ampleur de la chose. Pendant 2 jours, la vidéo fonctionnait plutôt mal par rapport aux habitudes de la chaîne. Perdu pour perdu, j'ai voulu faire un test. J'ai ajouté une publicité mid-roll, changé le nom de la vidéo et sa miniature. Le résultat était spectaculaire. Les jours 6, 7, 8, 9 et 10 ont chacun fait plus de vues que le jour de publication. Le jour 8 a même fait plus de vues que les 2 premiers jours de publication cumulés. Et l'explication à cela se voit dans le taux de clic. En 2 jours, le changement de miniature et de titre ont fait passer la vidéo de 4% à 9% de taux de clic. J'ai remis ça avec mes vidéos sur Shutter Island, et un vrai changement s'est aussi fait ressentir, malgré le fait que ces vidéos ne soient pas monétisées. En début de semaine, j'ai aussi décidé de faire la même chose pour la vidéo sur le paradoxe de Fermi. J'ai modifié la miniature en y mettant une image avec une soucoupe volante et des pyramides.
Intellectuellement, cela ne reflète pas vraiment mon contenu et surtout ce n'est pas du tout la prise de position que j'ai dans cette vidéo. Je n'y ai d'ailleurs pas vraiment de prise de position. Pourtant, ce simple changement de miniature, sans même faire un changement de titre, a presque multiplié par 2 mon taux de clic et a multiplié par 2 mes vues. Ma décision est donc très simple. Je ne mentirai jamais sur le contenu de mes vidéos, mais désormais, je vais essayer d'utiliser des titres et des miniatures bien plus attirants. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de honte chez beaucoup de créateurs à vouloir réussir sur YouTube ou à assumer qu'ils puissent y gagner de l'argent. Ce n'est pas mon cas. J'ai des objectifs en tête quant à YouTube depuis le premier jour, même si en vivre n'est vraiment pas un objectif pour moi. Les gens qui disent qu'ils ne postent pas sur YouTube pour que leur contenu soit vu sont, à mon avis, des menteurs. J'adore ce que je fais sur cette chaîne et je n'ai aucune honte à assumer que j'aimerais que mon contenu soit vu par toujours plus de monde. Pour ceux que ça intéresse, je vous propose d'aller jeter un œil à mes anciennes vidéos et proposer de nouveaux titres ou de nouvelles miniatures si des idées vous viennent. Parce que ce qui ressort de mes expériences, c'est que je suis vraiment mauvais pour faire des titres et des miniatures putaclic. Peut-être qu'un jour j'en viendrai à créer un groupe avec certains d'entre vous sur ce sujet, je vous en reparlerai peut-être. Évidemment, pour les miniatures, vous n'êtes pas obligé de faire la miniature elle-même, faire un schéma suffirait largement. Quelqu'un a déjà fait des propositions comme ça sur Twitter et je m'en suis inspiré. Si ça devenait possible, j'aimerais vous rémunérer pour cette aide, mais en étant réaliste, il faudra probablement que je trouve d'autres façons de vous récompenser. Et c'est sûrement un des éléments que vous attendez depuis le début de cette vidéo. Combien est-ce que je gagne avec YouTube ? Je ne peux pas vous donner des chiffres exacts parce qu'ils représenteraient mal ma situation qui peut changer du simple au triple d'un mois à l'autre. Mais je vais vous donner une bonne idée. J'ai commencé YouTube en août 2016. J'ai véritablement activé la monétisation à partir d'octobre 2017, soit un peu plus d'1 an plus tard. Je l'avais activé quelques mois avant, mais devant la faiblesse des revenus, j'avais considéré qu'il était préférable de ne pas imposer des publicités aux 2 ou 3 milliers d'abonnés que j'avais. C'était une erreur. Et si c'était à refaire, je l'activerai dès que possible. Même si YouTube le nie, l'algorithme est dans une certaine mesure biaisé afin de privilégier les vidéos monétisées. Et c'est compréhensible, puisque c'est la seule façon pour YouTube de générer de l'argent. Pour diverses raisons, ils affirment que ce n'est pas le cas, alors que les expériences de très nombreux créateurs ont démontré le contraire. Si vous voulez un peu plus d'informations là-dessus, je vous invite notamment à voir certaines vidéos d'Absol où il en parle, mais aussi le Roi des Rats qui en a parlé dans sa dernière vidéo. Pour être payé par YouTube, il faut atteindre la somme de 70 € gagnés. Il m'a fallu attendre presque 2 ans après la création de ma chaîne avant d'atteindre ce palier et être payé pour la première fois par YouTube. Autant le dire, être rémunéré pour avoir produit du contenu créatif, c'était un moment très excitant, même si la somme était faible, surtout au vu du nombre d'heures investies. En 2019, j'ai pour l'instant réussi à être payé tous les mois, entre 199 et 899 €. Vous remarquerez qu'on est quand même sur un facteur de 4.5, même si des mois aussi élevés, c'est pour l'instant exceptionnel. Avec un tel aléa sur AdSense, il est vraiment difficile d'envisager sereinement l'avenir financier de la chaîne et les investissements que je dois faire. C'est notamment pour cela que je vous avais demandé d'envisager de me soutenir sur Tipeee ou Utip pour ceux qui peuvent le faire. En général, je gagne donc à peu près 400 € par mois, ce qui me permet seulement de payer une bonne partie de mon loyer. Et pour ceux qui pensent au fait que je bosse à la fac, je suis un vacataire. Les taux de rémunération sont publics, c'est 41,41 € brut de l'heure, donc en gros 31 € net. Vous multipliez par les 96 heures que l'on est autorisé à faire et vous avez à peu près ce que la fac me paye chaque année. Ramené au mois, ça fait environ 250 €. Sauf que si le taux horaire est élevé, derrière j'ai les heures de surveillance, les heures d'oraux, la correction des copies et la préparation des TD qui font qu'en réalité c'est loin d'être financièrement rentable. Comme ça, vous avez à peu près une image de mes revenus. Toulouse est une ville qui n'est pas très chère, mais soyons réalistes, le loyer, la bouffe et quelques sorties, ce n'est clairement pas couvert avec 650 € tous les mois. Tout ça, ce n'est pas pour me plaindre. C'est seulement pour ajouter ma pierre à l'ouvrage de destruction de l'image qui montre YouTube comme une rente facile, parce que ce qui est caché derrière ces revenus, ce sont des milliers d'heures de travail. Une vidéo comme celle sur les Stark, c'est entre 250 et 400 heures de montage et une écriture répartie sur plusieurs mois. De façon générale, je fais aujourd'hui des formats de plus en plus longs, donc ça demande à la fois plus d'investissement de temps pour l'écriture et pour le montage. Un des objectifs que j'ai en tête est de payer quelqu'un pour pouvoir publier plus facilement et surtout proposer des choses toujours plus qualitatives. Mais pour l'instant, je suis encore loin de pouvoir me permettre ça. YouTube est un environnement toujours plus concurrentiel, et face à la concurrence, si on ne s'adapte pas, on meurt. Le site nous permettra bientôt de faire du A/B testing sur des miniatures, ce qui rendra le travail sur la miniature toujours plus important. La situation sera simple.
Les gens uploaderont 2 miniatures différentes et comme on aura les résultats des taux de clics presque en temps réel, ils pourront rapidement mettre uniquement les miniatures qui fonctionnent le mieux. D'ailleurs, j'ai déjà remarqué que de plus en plus de youtubeurs que je suis, comme Harddisk, faisaient de l'A/B testing sur leurs titres et miniatures via des solutions tierces. J'ai donc le choix entre utiliser les mêmes armes pour amener plus de gens vers mes vidéos, ou rester braqué sur une position qui, si elle n'est peut-être pas perdante, ralentira la progression de la chaîne. Ma décision est donc pragmatique. Je ne mentirai jamais sur le contenu, mais je devrais parfois faire des concessions sur la représentation globale de celui-ci. Je comprends que cela soit inconcevable pour certains créateurs et je respecte leurs décisions, mais je préfère faire des concessions sur une soi-disant éthique anti-clickbait et être bien plus visible que me fermer les portes. Le titre de la vidéo que vous regardez en ce moment devrait vous donner une bonne idée de ce que j'essaierai de faire. J'espère qu'en connaissant la qualité du contenu, vous n'aurez aucun problème à accepter ces changements. À quoi bon passer des dizaines, voire des centaines d'heures sur une vidéo, si c'est pour ne pas être vu pour une simple question de miniature et de titre? Caton l'Ancien disait qu'il préférait que les gens demandent pourquoi il n'avait pas de statue, plutôt que pourquoi il en avait une. Je préfère que vous vous demandiez pourquoi je fais des titres et des miniatures à la limite du clickbait, plutôt que vous me demandiez pourquoi mes vidéos ne vous sont plus proposées.